Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Alors ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait un nouvel épisode. Alors pour être assez transparente avec vous, j'ai toujours envie de rencontrer mes invités et malheureusement quand j'ai pas d'invité qui a envie de partager son histoire, je peux difficilement faire des podcasts. Et ce n'est pas manque de volonté, parce qu'on a quand même fait un voyage à Cotonou, un voyage à Abidjan. Mais on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés de Paris, New York, Washington ou même Montréal pour partager leur histoire. Et avec Herman qui produit ce podcast, nous avons décidé en tout cas de faire le pari, de vous proposer aujourd'hui le premier épisode fait en ligne. C'était une découverte pour nous deux, pour lui comme pour moi. Vous allez nous dire ce que vous en pensez si on continue. Et je crois que si on continue comme ça, on aura pas mal d'épisodes. Je préfère quand même avoir mes invités en face. Ça me permet en tout cas de mieux les appréhender, de rester dans la bienveillance, de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir ou en tout cas d'accueillir ce qu'ils ressentent pour être dans une posture d'indulgence et de bienveillance. Pour rappel, comme vous le savez déjà, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify qui vous accompagne sur la production de cette nouvelle saison. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E, en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit. Mais pas de panique, comme à mon habitude, je partagerai le lien dans la présentation. Je profite aussi, en tout cas, pour vous remercier de votre présence, de votre affection et du soutien que vous donnez à ce podcast depuis bientôt, depuis 3 ans en fait, depuis 3 ans, c'est assez ouf. Mon invitée aujourd'hui est Louise. Oui, Louise, on est ravis de t'avoir dans le podcast. Tu connais déjà ce que maman m'avait dit, donc tu connais la traditionnelle première question. Qu'est-ce que Oui. tu aurais aimé que ta maman te dise? Ouais. Moi, j'aurais aimé que ma maman me dise que c'est normal d'aimer les gens, c'est normal de leur montrer qu'on les aime, c'est normal de prendre soin d'eux et que l'amour, c'est quelque chose de bien. Alors, pourquoi tu aurais aimé finalement que ta maman te partage ces mots, ce sentiment, cet état d'esprit? Parce que tout au long de mon enfance et même jusqu'à présent, il y a rarement eu des moments où elle m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai vraiment pas eu ce soutien de savoir que j'ai une maman sur qui je peux compter, quelqu'un avec qui je peux parler si jamais j'ai des problèmes ou des soucis ou que... Et j'ai vraiment pas eu le sentiment que le fait de montrer ses émotions ou de montrer le fait qu'on aime une personne, ça soit une force. Ça a plutôt été pris comme une faiblesse, comme quelque chose qu'il fallait pas montrer, il fallait pas trop montrer aux gens qu'on les aimait. Et finalement, moi, en grandissant, je me rends compte que c'est OK d'aimer les gens, quoi. C'est OK de leur montrer qu'on les aime. Parce que quand on aime quelqu'un, il faut lui montrer pour pas que pour que la personne le sache. Ok. Tu as quel âge, Louise? J'ai 25 ans et là, je vais bientôt avoir 26 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager ton enfant? Tu as grandi où? Tu viens d'où? Euh, oui, Mm, on aimerait bien mm, savoir en tout cas la genèse de qui tu es. mm. Donc, moi, je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis née en 97. Donc, mes parents étaient encore élèves quand je suis née. Donc, ma maman était encore élève et elle a dû arrêter ses études à cause de sa grossesse parce que ça a créé des conflits avec son papa. Et après ça, compte tenu du fait qu'elle, elle devait reprendre ses activités, je suis restée à 2 ans vivre avec la grande soeur à mon papa. Et ça se passait pas très bien là-bas. Donc après, mes parents m'ont repris. On s'est installés tous les trois ensemble. Et mon papa, il faisait ses études, ma maman, elle faisait un commerce. Et on était là comme ça jusqu'à ce que après mon papa trouve du travail. Donc on déménage et qu'on aille dans une ville, une autre ville
parce qu'on était à Abidjan et on a déménagé, on allait dans une autre ville. Et en fait, c'est dans cette ville-là que les choses ont commencé à changer. Quand moi, j'étais en classe de sixième, donc j'avais bientôt 13 ans, il y a ma maman qui est tombée enceinte de ma petite sœur. Et c'est là que tout a changé. Parce que c'est à ce moment-là que quand il y avait des choses ou que je n'avais pas de bonnes notes ou des trucs qui n'allaient pas, à chaque fois, elle me disait, j'aurais préféré t'avorter, j'aurais préféré ne pas te mettre au monde. Et c'est vraiment à ce moment-là que les choses ont changé, quoi. Waouh. Mm. D'accord. Donc, à 13 ans, tu te rends compte que les paroles ou le comportement de ta maman à ton égard a changé. Est-ce que tu te dis que c'est à cause du fait que vous ayez déménagé ou tu te dis que c'est à cause du fait que tu es une petite sœur ou un petit frère? Sur le champ, moi, j'étais très contente et je suis toujours contente d'avoir mes sœurs. Mais sur le champ, j'étais très contente d'avoir ma sœur. Donc, je ne me disais pas que c'était à cause de la grossesse. Je me disais vraiment que c'était moi qui faisais des choses qui n'allaient pas. Je me disais que je n'étais pas comme les autres enfants, que je n'étais pas assez sage pour elle et que je faisais des trucs qui l'énervaient plus et le poids de la grossesse aussi, ça n'aidait pas forcément pour elle. Est-ce que ton père assistait à ce type de conversation? Il avait déjà entendu ça? Non, sur ce moment-là, non. Mais c'est vrai que quand on me tapait à la maison ou quand on me disait des choses, parce que moi, jusqu'à présent, je suis très fusionnelle avec mon papa. On parle pratiquement tout le temps ensemble. Donc, quand il rentrait, quand je lui disais, il me disait non, c'est parce qu'elle est enceinte, il faut pas trop l'embêter, ça va bien se passer et tout. Et voilà, après, quand elle a accouché, ça s'est pas arrangé jusqu'à ce que en fait, on vivait dans la maison où on vivait, il y avait un neveu à mon papa qui vivait avec nous, des neveux à mon papa, notamment un qui était un peu plus âgé que moi, qui une fois a essayé d'abuser de moi pendant une nuit. Et j'avais pas osé parler de ça parce que la relation avec ma maman était très dégradée et j'osais pas forcément dire ça à mon papa. Donc, j'avais pas parlé de ça, j'avais gardé ça en moi. Sauf que j'avais décidé de plus lui adresser la parole et on dormait dans la même chambre et on vivait dans la D'accord. même maison. Donc, Tu dormais dans la même chambre avec le cousin à oui, ton papa, le neveu à mon le papa, bien de donc ton mon papa, cousin. qui Oui, avait quel âge? j'avais 13 ans, donc je crois que je terminais ma classe de sixième, donc j'allais en cinquième. Donc j'avais 13 ans et on vivait dans une maison. Il y a les neveux de mon papa qui sont venus s'installer, les neveux et nièces. Et il y avait un qui était un peu plus grand que nous. On ne dormait pas sur le même lit, mais on dormait tous dans la même chambre. Avec d'autres personnes ou que tous les deux? Avec d'autres personnes d'autres cousines et cousins. D'accord. Et Mm. c'est ce neveu qui avait quel âge à peu près? Lui, il avait environ 16 ans, 15 à 16 Et ans. c'est lui qui a essayé d'abuser de toi. Oui, sauf que en ce moment, il y a ma cousine avec qui on dormait dans la chambre, en fait, qui est intervenue. Donc, ça s'est arrêté là. Et en fait, il nous a supplié toutes les deux de ne rien dire. Et tellement qu'on avait peur aussi, on n'avait pas osé en parler. Et moi, j'avais tellement peur et je lui adressais même plus la parole dans la maison. Et il y a ma maman qui a remarqué ça. Et une fois, elle me disait, mais pourquoi tu n'aimes pas les autres? Pourquoi tu ne parles pas avec les autres? Et pourquoi tu ne parles pas avec ton cousin, ton propre cousin, tu ne lui parles pas? Donc, à chaque fois, je ne répondais pas parce que je n'avais pas la force de répondre. Et une fois, elle était tellement énervée qu'elle s'est mise à me taper. Et moi, dans la douleur et tout, dans les pleurs, et je lui ai avoué ça. Donc, tout de suite, ça l'a glacée. Elle n'a même pas eu la force de continuer à me taper. Donc, elle s'est arrêtée de me taper et ça a pris des proportions. La famille est venue et tout. Sur le champ, à 13 ans, je ne voyais pas les choses comme ça, puisque ce n'est pas quelque chose qui ne savait pas forcément. Je me disais que c'était quelque chose de banal. Donc, je n'avais pas pris les trucs comme ça. Et quand toute la famille est venue, qu'il y a eu des problèmes, des trucs, et tout le monde parlait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de grand, quoi. Et voilà. Waouh. Et là, tu te rends compte de tout ça, tu n'as que 13 ans. Oui. Alors, avant de continuer, on va rester sur de 13 ans en descendant, Louise.
Moi, j'aurais aimé savoir la première fois que ta maman te dit, j'aurais préféré t'avoir avorté. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu mesures ce qu'elle est en train de te dire? Non, franchement, sur le champ, je ne mesure pas. C'est vraiment avec le temps en grandissant, mais là, à cet âge-là, le fait de l'entendre, j'ai jamais mesuré en fait. Je me suis juste dit que elle est énervée, que c'est normal qu'elle le dise parce qu'elle est énervée. Elle est énervée, donc elle s'exprime comme ça, quoi. Mais moi, j'ai pas mesuré l'ampleur de ça, quoi. Merci. Et puis, quand ton père te dit, oui, mais bon, c'est parce que maman, elle est enceinte, est-ce qu'à un moment, tu es en Mm. colère vis-à-vis de cette grossesse? Est-ce qu'à un moment, Non, non? Ok. non, à aucun cas, parce que je suis restée 13 ans fille unique. Et j'avais tout le temps mes amis qui jouaient avec leurs frères, leurs sœurs, qui avaient des petites sœurs, des petits frères. Donc moi aussi, je voulais avoir quelqu'un avec qui grandir. Donc j'étais trop contente d'avoir une sœur ou un frère. Et les échographies montraient que c'était un petit frère. Donc j'étais très contente et tout. Donc à aucun moment, j'ai eu une colère par rapport à ça. Franchement, je pense qu'il y avait aussi l'innocence qui faisait que j'étais dans le déni, quoi. Et entre ton jeune âge et tes 13 ans, est-ce que tu as des souvenirs d'amour et d'affection avec ta maman? Pas vraiment. En fait, ma maman, les moments où il y avait vraiment de l'affection, c'est qu'on sortait, elle achetait des vêtements ou elle achetait des trucs à manger, mais pas vraiment des moments où on te dit, mon bébé, je t'aime ou des trucs comme ça. Il y a pas vraiment eu ça. C'est vraiment, on t'achète des trucs et tu sais que on est content de toi, quoi. Ton petit frère arrive, comment Non, ça? c'est une fille. Ah, c'est une fille finalement, donc Les échographies ont montré que c'était un c'est un garçon, mais garçon, finalement, mais c'était c'est une une fille fille. qui est finalement venue. D'accord. Oui, Donc ta petite sœur arrive. oui. Comment ça se passe à la maison? Comment tu te sens? Moi, je suis très contente. Après, c'est vrai que sur le champ, tout le monde a les yeux tournés sur le bébé, mais moi, ça me pose pas forcément de problème parce que moi aussi, j'ai les yeux tournés sur le bébé. Je suis trop contente de plus être seule, d'avoir quelqu'un avec qui jouer, donc ça se passe bien. On est bien à la maison et tout. Et franchement, ça s'est plutôt calmé. Il y a mon cousin qui a quitté la maison. Quand ma petite soeur est née, mon cousin, il n'était plus dans la maison, donc il y avait plus ce sentiment de mal-être vis-à-vis de lui qui était dans la maison. Attends, Ça allait après bien. l'assise avec les parents, il est quand même resté à la maison? Oui, il est resté à la maison pendant 3 mois. Malgré ce que tu as dit à ta mère et malgré Oui, l'assise familiale, il est quand même resté à la maison. oui, il est quand même resté à la maison parce que on trouvait que c'était le neveu à mon papa, on ne pouvait pas le faire partir comme ça. En fait, les aînés ont décidé que ma maman devait surveiller ses enfants et que lui, donc, on lui a donné une chambre à lui tout seul dans la maison pour il ait sa chambre et tout, mais il est resté quand même dans la maison. Et comment tes parents se comportaient vis-à-vis de lui? Je peux dire normalement, ma maman lui adressait plus la parole, mon papa presque plus aussi, mais l'ambiance était assez particulière. D'accord. Et comment toi tu te sentais? Parce que tu disais, avant de revenir à la naissance de ta petite sœur, tu disais, c'est quand il y a eu les assises familiales à la maison que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de gros. Comment toi tu te sentais finalement quand les adultes ont décidé de laisser cette personne, ton cousin, à la maison? Moi, je me sentais plus en sécurité du fait que quand j'allais aller me coucher les soirs, on ne serait plus dans la même chambre. Donc Mhm. ça me mettait déjà en sécurité. Et après, il y avait le regard des oncles et des tantes sur toi qui changeait. Et quand tu entendais parler, on disait que non, elle a dit que son cousin, il a fait ci, il a fait ça. En fait, on disait pas le cousin, il a fait ci ou il a fait ça. On commençait par dire, elle a dit. Donc, ça, finalement, tu avais cette image de toi où on disait que tu as dit que quelqu'un a fait ci ou quelqu'un a fait ça. C'est intéressant d'avoir ça comme retour. Mm, Donc ta petite sœur, pardon, est née, les mm. regards sont sur elle, mais c'est pas grave parce que toi aussi tu es très très content d'avoir une petite sœur. Ouais, en plus, elle Comment ça se était trop passe? belle. Bah, tant Donc, mieux. J'ose espérer que toi aussi tu étais trop belle, mais je pense que oui. voilà. Après, on déménage parce qu'on était dans une maison assez éloignée. On a eu des soucis là-bas, donc on déménage. On va dans un autre endroit.
Et moi, je continue mes études et tout. Et là, en fait, il y a des moments assez répétitifs où je me rappelle notamment en classe de troisième, parce que c'était une classe où, en fin d'année, il fallait passer un examen. Donc, je n'étais pas très disponible. Il fallait bosser avec les camarades. Il y avait des trucs que je ne comprenais pas. Donc, je passais beaucoup de temps à bosser. Et en fait, parfois, quand je devais faire la vaisselle ou des trucs comme ça, je ne le faisais pas à temps. Et à chaque fois, il y avait des paroles, des trucs comme ça qui revenaient. Comme quoi, j'aurais préféré t'avorter, j'aurais préféré ne pas te mettre au monde. C'est compliqué de t'avoir comme enfant, tout ça. Tu vas jamais réussir dans la vie. Tu vas, tout ce que tu es en train de me faire subir, là, tu vas le subir aussi. Donc ça, c'était des trucs qui étaient, là, sur le coup, c'était un peu moins facile à gérer. C'était un peu moins facile à gérer. Je pleurais tous les soirs, je m'endormais en pleurant. Je me disais que j'allais jamais réussir dans ma vie parce que en Afrique, on dit que si l'un de tes parents te maudit ou dit un truc sur toi, ça va forcément agir sur toi. Donc, je me disais que ça allait forcément agir sur moi, donc ça valait pas la peine de travailler à l'école ou de faire des trucs parce que finalement, j'allais jamais réussir dans la vie, quoi. Donc, entre 13 ans et 16 ans, c'est vraiment là Mm, où les femmes, en tout cas, nous sommes des vrais ados, on est un mm, peu rebelles et compagnie. Donc, c'est là où aussi tu prends conscience de ce que ta mère te mm, dit. mm. Oui, c'est là Et, que je prends conscience et tout de l'ampleur des mots parce que là, tu commences à avoir des copines à l'école, tu as des retours de comment ça se passe avec elles, avec leur maman ou les gens, leurs parents. Et quand toi, tu dis comment ça se passe avec toi, c'est là qu'on te dit, mais non, une maman ne doit pas dire ça à son enfant et tu te rends compte qu'en fait, ce que tu vis là, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, quoi. mais parce que moi, est-ce que tu avais des personnes à qui tu parlais? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, ma maman, en fait, elle a jamais apprécié le fait qu'on ait des amis. Non, moi, j'avais pas d'amis. En dehors des cours, j'avais pas vraiment d'amis. J'avais droit seulement à une amie qui était dans le même quartier que moi, qui était dans la même classe que moi, qui était en troisième aussi, mais pas dans le même lycée, qui venait bosser avec moi souvent. Donc, c'était elle. je- J'avais droit à être amie avec elle, mais j'avais pas le droit d'aller chez elle. Donc, quand j'allais chez elle, il fallait que je revienne avant que ma maman soit de retour, sinon on te tapait, quoi. Ok. Donc, j'avais pas vraiment d'amis. C'est des gens de ma classe avec qui j'étais en cours, avec qui je discutais pendant les heures de cours parce que on sait que tu finis de faire tes cours à telle heure, tu as tel temps de trajet, donc tu dois être à la maison à telle heure et tout. Et tout était vraiment millimétré, quoi. Mhm. Donc, Et comment on se construit quand on est une jeune adolescente, une jeune dame, qu'on n'a pas d'amis? c'est compliqué parce que même là, jusqu'à aujourd'hui, c'est assez compliqué. Je fais rarement confiance aux gens parce que je n'ai pas l'habitude de discuter avec les gens. Et aussi, tu t'exprimes rarement parce que tu dis pas ce qui ne va pas, tu n'as pas vraiment de personnes avec qui tu peux sortir, des gens de ton âge avec qui tu peux faire des trucs de ton âge. Donc, finalement, tu enfouis beaucoup en toi et quand ça déborde, ça déborde par des fugues, par des tentatives de suicide et c'est pas forcément le bon moyen de grandir, quoi, pour moi. D'accord. Tu disais que tout à l'heure, tu disais que ton père mettait l'attitude de ta mère voilà, sous le fait qu'elle était enceinte. Comment ton père réagissait après, quand elle a accouché? Il te dit Après, quoi? mon papa, il a toujours été quelqu'un de très passif, donc qui va jamais te battre, qui va jamais te taper ou te dire. Au contraire, quand tu fais quelque chose, il va te dire, ça, c'est pas bien, ça va pas t'aider à aller de l'avant, ça va pas t'aider à atteindre tes objectifs. Il essaie vraiment de t'expliquer les trucs, mais sur ce coup-là et là, jusqu'à aujourd'hui, il a compris et maintenant, il essaie de corriger ça. Il réagissait pas. Donc, il n'y avait vraiment pas de réaction de sa part. Il n'y avait vraiment pas. Avant, quand j'étais un peu plus petite, on me tapait quand il n'était pas là. Parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas me taper quand il était là. Mais plus je grandissais, plus le temps passait, là, on pouvait me taper devant lui parce qu'il ne réagissait plus. Donc, il n'y avait aucune réaction, il n'y avait rien. Et
C'était assez passif, quoi. D'accord. Comment a évolué donc ta vie au sein de ce foyer? Ta maman a eu d'autres enfants? Oui, on est finalement 5 filles, donc elle a eu quatre autres enfants. Et enfin, comment ça s'est passé avec ses autres filles? Est-ce qu'elle avait le même rapport? Là, moi, je suis partie très, très tôt. Donc, avant, j'ai eu l'année où j'étais en terminale. Je passais mon bac et c'est là que j'ai eu mon premier petit ami. Et en fait, pendant cette année-là, elle me disait, c'est la première fois de toutes ces années, un jour, elle m'a dit, j'aurais aimé t'avorter, j'aurais pas aimé que tu sois au monde. Et j'avais tellement mal que ce jour-là, sur le champ, j'ai répondu, moi aussi, j'aurais aimé que tu m'avortes. Et là, elle était enceinte encore de ma troisième petite sœur. Donc, après ça, elle m'a dit non, tu vas jamais réussir, tu vas pas avoir le bac et tout. Et moi, je n'étais pas bien. Donc, c'est mon premier petit ami de l'époque, c'est lui qui m'a dit, ça définit pas qui tu es, il faut que tu travailles. Si tu travailles vraiment, tu vas avoir ton bac. La preuve, elle a dit que tu n'aurais pas ton BPC. Là, tu as eu ton BPC et là, tu es en terminale, donc tu vas avoir ton bac. Donc, moi, j'ai mon bac. Et à la suite de ça, je passe 6 mois à la maison. Donc, en temps, elle accouche. Donc, les 6 mois, c'est moi qui m'occupe de ma petite sœur parce qu'elle, elle est commerçante. Donc, elle a laissé avec moi quand l'enfant avait 3 mois. Et elle faisait ses voyages et c'est moi qui m'occupe de ma petite sœur à telle enseigne que quand ma petite sœur se met à parler, quand elle commence à dire maman, c'est moi qu'elle appelait maman. Donc ça aussi, ça n'arrangeait pas forcément les choses parce que elle, ça la mettait pas à l'aise le fait que son enfant m'appelle maman, mais c'était un peu compliqué. Donc après, moi, j'ai dû changer de ville parce que l'université où je devais être n'était pas dans la ville où on était. Donc je suis venue sur Abidjan pour poursuivre les études. Et eux, ils sont restés là-bas et j'allais vraiment que pendant des périodes assez restreintes. Et même quand j'allais, c'était assez délicat comme relation, quoi. Donc, tu as ton bac, Oui, tu as 19 ans, c'est ça? ouais, 19 ans. Ouais, 18, 19 ans. Pourquoi tu fais 6 mois chez toi après ton bac? En fait, le temps, j'ai eu le bac en juillet et la rentrée, c'était en mars, je crois. En mars de l'année qui suivait. Donc, en fait, en Côte d'Ivoire, parfois, je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais quand on a le bac, le temps d'avoir les orientations des universités où vous devez aller et tout, ça prend beaucoup de temps. D'accord. Donc, il y a ce temps-là où vous êtes en attente de savoir dans quelle université vous allez partir. Donc, en attendant, vous êtes là. D'autres, ils vont en vacances, d'autres, ils font des trucs, mais voilà, moi, j'étais à la maison. Et quand tu as eu le bac, qu'est-ce que ton père a dit? Qu'est-ce que ta maman a dit? Mon papa, il a toujours été fier de moi. Il m'aidait dans mes cours quand j'avais des trucs que je comprenais pas parce que mon papa, il est enseignant. Donc, quand il y avait des trucs que je comprenais pas, il trouvait ses collègues pour m'aider et tout. Il était très fier de moi. Ma maman, elle a pas dit quelque chose parce qu'elle n'était pas là quand j'ai pris mes résultats. Elle n'était pas là quand on l'a appelée. Elle a dit OK. Vraiment, il n'y a pas eu de je suis fière de toi ou mes félicitations. C'était vraiment plus de la surprise, quoi. Ah, c'était de la surprise, mais c'était pas un sentiment de fierté. Non, je pense, hein, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Peut-être qu'il y avait de la fierté, mais ça n'a pas été dit. Tu as vu un sourire, ou tu as vu Non, enfin, elle était vraiment étonnée. oui, parce que c'était au téléphone aussi, donc tu peux pas vraiment lire les émotions au téléphone, mais c'était plus OK, d'accord. C'était Mais comme après, ton ça, bac, quoi. tu es venu à la maison quand même. Oui, moi je suis venue à la maison, mais elle n'était pas à la maison, elle était en voyage. D'accord. Donc c'est nous, on l'a appelé au téléphone avec mon papa. Mon papa, lui, il était trop content. Il était même venu me chercher au centre des résultats. Et quand on arrivait à la maison, on l'a appelé. Et est-ce qu'un jour tu as pris le temps de discuter avec ton père de ta relation avec ta maman? Oui, là maintenant, j'ai discuté avec lui, mais quand j'étais là-bas, non. Quand D'accord. j'étais là-bas, non. Et Là aujourd'hui, vous en maintenant, j'ai dit. discutez. Et, Euh, et qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu lui dis? il me dit qu'elle est comme ça, que c'est sa façon d'être et que même avec lui, c'est comme ça, qu'il faut comprendre qu'elle est comme ça et l'accepter comme ça.
Mais moi, avec le temps et avec le recul, je me dis, il y a aussi, on peut pas, en fait, on peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas reçu. Parce que ma maman, sa maman est partie du foyer quand elle avait 2 ans. Donc, elle les a laissés avec le marat. Son papa s'est remarié. Et en fait, ça s'est pas très bien passé avec sa marat. Elle et sa soeur, parce qu'elle est jumelle, elle et sa soeur, elles ont été beaucoup, beaucoup maltraitées. Et c'était pas très bien pour elle. Et leur maman n'est pas revenue jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, il n'y a pas vraiment eu ce amour de maman. Elle n'a pas reçu ça. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle n'arrive pas à le donner. Ça, c'est un peu la conclusion quand on essaye de comprendre la personne qu'on a en face de nous, ses Mm. réactions, on arrive à se faire plus ou moins une raison. Tu as parlé Oui. de tentative, tu as parlé de fugue et de tentative de suicide. La, Mm. la première fugue arrive à quel âge, comment et pourquoi? La première fugue, je crois que j'étais en classe de première. J'étais en classe de première et il y a un plat de chenou qui s'appelle le placali que j'aimais jusqu'à présent, j'aime encore, que j'aime beaucoup manger. Donc, c'est moi qui gardais l'argent du marché, qui faisait à manger, qui faisait les courses pour manger et tout ça. Donc, j'avais envie de manger ça. J'ai demandé à tout le monde, à tous les autres, s'ils avaient envie de manger, s'ils voulaient manger ça aussi. Ils m'ont dit oui. Sauf que moi, je savais faire la sauce, mais je ne savais pas faire la semoule en quelque sorte. Donc, on avait une fille de ménage. Donc, je lui ai demandé, est-ce que si je fais la sauce, elle peut faire la semoule en question? Elle m'a dit oui. Donc, moi, je suis allée, j'ai fait les courses et tout. Et je suis venue, j'ai fait la sauce. Et au moment où elle était en train de faire la semoule, il y a ma maman qui est rentrée du marché, qui est rentrée de son magasin. En fait, elle est rentrée. Elle a demandé pourquoi est-ce que c'est la fille qui fait la semoule. Et la fille lui a dit non, parce que moi, je ne sais pas faire. Elle a dit pourquoi moi, je veux manger un truc et je ne veux pas le faire moi-même. Pourtant, on faisait à manger pour tout le monde, en fait, pour toute la maison. C'est pas un truc qu'on faisait que pour moi. Et ça s'est suivi d'insultes, de non, j'aurais aimé t'avorter, non, et ça, c'était trop dur pour moi à supporter. Et du coup, je suis partie, j'ai fugué. Et tu pars où? Je pars parce qu'il y avait un endroit, une sorte de grotte, pas loin de prière, pas loin de chez nous. Donc, je pars là-bas, je reste là-bas, je m'endors et il fait nuit, ils veulent fermer le coin. Donc, après, j'avais une amie de l'école qui habitait pas loin de chez nous. Donc, je vais chez elle, je reste chez elle pendant 2 jours, 3 jours. Je vais pas à l'école. C'est mon papa qui me cherche dans toute la ville, qui essaye de voir avec mes profs à l'école pour savoir de qui est-ce que je suis proche, puisqu'on me voit jamais avec des amis. Donc, on ne sait pas qui sont mes amis. Et du coup, il y a l'un de mes profs qui a dit j'avais une amie avec qui j'étais beaucoup proche, qui pouvait lui parler. Donc, il lui a parlé. Et ils sont venus chez elle et c'est chez elle que j'étais. Et elle a dit que j'étais pas là. Sa maman aussi me protégeait, donc on disait que j'étais pas là. Ils sont revenus plusieurs fois. Et mon papa, il est arrivé, il a dit, parce que je suis l'homonyme de sa maman, donc il a dit, maman, si tu es là, viens ou pas, me laisse pas. Ça fait 3 jours que je te cherche et je suis inquiète. Donc c'est là que je suis sortie et on est retourné à la maison. Et comment tu étais accueillie à la maison? Quand je suis retournée à la maison, ma maman, c'était pareil, elle était toujours énervée. Elle m'a pas adressé la parole, elle a juste dit qu'elle veut pas que je touche au truc de la maison, qu'elle veut pas que je touche à ses assiettes, qu'elle veut pas que je touche à sa nourriture, qu'il fallait qu'on me donne à manger de côté et tout ça, quoi. Vraiment exclue. Comment elle était avec tes petites sœurs? Mes petites sœurs, puisqu'elles étaient petites, ça allait, mais là, c'est en train de se dégrader aussi. Donc, Comment ça? parce qu'il y a ma petite sœur, celle qui me suit, celle qui est née en 2008, qui s'est fait violer en 2020, comme l'année où moi je suis arrivée en France. Et du coup, je sais, moi j'ai appris ça tardivement, j'ai appris ça fin 2022, parce que je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Et je l'ai appris de façon très brusque. Et là, en fait, elle reproche à mes petites sœurs de ne pas vouloir faire la vaisselle, de ne pas vouloir ranger la maison, de ne pas vouloir faire des trucs. Et celle qui me suit, elle a toujours été renfermée depuis toute petite, mais là, avec ce qui lui est arrivé, c'est encore plus grave. Et j'ai vraiment peur qu'elle n'ait pas ce soutien de sa maman et que finalement, elle ne comprenne pas que ce qu'elle a vécu,
qu'elle n'arrive pas à passer ça, quoi. Et moi aussi, j'ai pas assez de force en moi pour en parler. Et mon papa aussi, quand je parle avec lui, il me dit qu'il n'a pas de force pour parler de ça. Donc finalement, il n'y a personne pour l'aider, quoi. Et je trouve, et il y a tout le temps des disputes avec ma maman qui lui dit qu'elle veut pas faire des trucs, qu'elle ne nettoie pas, qu'elle fait pas ci, qu'elle fait pas ça. Donc, je pense que c'est vraiment en train de se dégrader là. Et les trois dernières? Les trois dernières, donc l'autre, elle, ça va. La deuxième, ça va plus ou moins parce que elle est pas très bonne à l'école, mais elle aime très bien faire le ménage et les trucs, donc ça va, plus ou moins. Et les autres, elles sont vraiment petites. Il y a une qui est vraiment très petite, qui est à la maternelle, et l'autre, elle est au CP1. Donc, elles sont vraiment très, très petites. Donc, il n'y a pas... Euh, Pour le moment, ça va. alors, c'est assez intéressant parce que ça m'a fait sourire. Tu dis, l'autre, ça va parce qu'elle n'est pas très bonne à l'école et elle sait faire le ménage. Non, Oui, en c'est fait, moi, c'est tellement le contraire où les parents veulent qu'on soit très bon à l'école. Mais c'est oui, un peu comme si quand tu dis ça, on a le sentiment que ta maman préfère que ses enfants échouent. Je je sais pas si c'est ça, mais moi, j'ai plus l'impression que les moments où je me suis bien entendue avec ma maman, c'était les moments où j'avais pas école, où je pouvais faire le ménage, où je pouvais faire des trucs à la maison, où je pouvais vraiment lui servir à ça. C'est vrai que pour les études, elle le dit, pour mes soeurs, par exemple, elle le dit qu'elle veut qu'elles réussissent dans leurs études et tout. Mais moi, personnellement, les fois où je me suis bien entendue avec elle, c'est les fois où quand je m'occupais de ma sœur, ou quand elle venait, ma sœur était propre, elle était lavée, elle avait déjà mangé, la vaisselle était faite, tout était bien, quoi. Et là, ma petite sœur qui me suit, elle est vraiment, bon, on va dire paresseuse, parce qu'elle aime pas tout ce qui est ménage et tout, elle aime pas du tout. Et l'autre, elle, c'est vraiment le contraire, quoi. Elle aime ça et les deux, elles s'entendent bien. Donc, je me dis, c'est ça le truc. Peut-être qu'elle a compris que pour s'entendre bien avec sa maman, il fallait faire ça. Ouais, je pense aussi. Peut-être qu'elle a compris, elle t'a regardé toi, elle a regardé son aîné. Hum, hum, Elle hum. s'est dit, bon, moi je vais aller à côté. Euh, Ouais, peut-être. comment tu apprends que ta sœur a été violée Donc, moi, j'étais dans... Parce que là, je vivais seule. Et une fois, en en fait, France? une fois en France, oui. Et une fois, j'allais vraiment pas bien. J'avais vraiment l'impression que quelque chose était arrivé à mes soeurs, que ça n'allait pas. Donc, j'appelle mon papa, je lui demande, est-ce que ça va en 2020, fin 2020? Est-ce que ça va et tout? Il me dit, oui, ça va, tout se passe bien. Et en fait, après, c'est là que j'ai su que c'était en ce moment-là. Et personne ne m'a rien dit. Et une fois, je suis à la maison chez moi, en 2022, fin 2022. Il y a ma maman qui m'appelle en pleurs. Je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit non, je suis fatiguée, je veux partir, je veux pas rester et tout ça. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit il y a ta soeur qui s'est fait violer. Je dis quand? Qui? Quelle soeur? En fait, il y a des cousines qui vivent chez nous. Donc je pensais à tout le monde sauf à ma petite soeur parce qu'à l'époque, je me disais non, pas, ça peut pas être possible. Donc, je dis quelle sœur, elle me dit le nom de ma petite sœur. Et là, je termine pas l'appel, je raccroche et je pleure toute la nuit. Donc, j'ai tellement pleuré. Et j'étais toute seule aussi parce que j'ai pas l'habitude forcément d'avoir des amis ou des gens avec qui je peux parler. Et mon copain, lui, il habite à Paris et moi, dans une autre ville. Donc, je l'appelle, mais lui, il fait nuit, il peut pas venir donc je passe toute la nuit seule en train de pleurer. Et en fait, c'est après que je la rappelle, elle me dit non, en fait, on t'a pas dit, mais c'est pas là tout de suite, mais ça date d'il y a 2 ans. Donc Et ton papa? donc ta maman finalement, elle se tourne vers toi pour te Oui, partager ce qu'elle ressent. oui. D'accord. Donc, elle me dit que ça date d'il y a 2 ans. Mon papa voulait pas qu'on me dise parce que vu que je suis loin, il trouvait que ça allait beaucoup plus m'impacter que parce que eux qui sont proches déjà, qui savent ce qui s'est passé, ça les impacte déjà. Et moi, le fait d'être loin comme ça allait beaucoup plus m'impacter. Donc, il voulait pas qu'on me le dise. D'accord. Alors Louise, à quel moment tu pars t'installer en France? C'est en 2020. Donc, en 2020, je fais la procédure Campus France. Et j'ai une admission et je dois venir en France pour poursuivre les études.
Du coup, il fallait des sous pour faire la procédure parce que t'as pas de bourse d'études, tu viens à tes propres frais. Et en fait, à cette période-là, j'en parle avec mon papa. Il me dit qu'il peut pas financièrement parce il a pris un prêt. Donc, pour terminer la maison, pour pouvoir déménager. Et moi, donc, je me tourne vers ma maman, je lui explique qu'il faut qu'il m'aide à venir en France et tout, parce que je veux pouvoir continuer mes études ici. J'espère que je pourrai avoir un meilleur avenir en venant ici et que je pourrai aussi les aider avec mes sœurs et tout. Et sauf que là, il y a ma maman qui s'énerve, qui me dit non, mais elle compte pas sur un enfant pour s'occuper d'elle, pour prendre soin d'elle et tout. Que, que si moi je veux vraiment venir, il faut que je me débrouille. Donc, je commence à chercher des alternatives et tout ça. Et après, bon, je retourne encore vers elle parce que longtemps, j'ai vu des tantes et tout, il n'y a personne qui est disposé à m'aider. Donc, je retourne vers elle, j'essaie vraiment de lui expliquer que non, ce que j'ai dit, c'est pas dans le but de lui faire mal, c'est parce que moi, je me dis qu'en venant en France, en faisant mes études ici, même en retournant en Côte d'Ivoire après mes études, j'aurai plus de chances de trouver un travail que en restant là-bas. Donc, finalement, elle décide de m'aider en prenant un prêt avec quelqu'un qu'elle connaît et sous condition que ce soit moi qui rembourse ce prêt-là. Donc, moi, ne sachant pas ce qui m'attendait en France, ne sachant pas comment ça allait se passer, je me disais, je voyais vraiment la France comme le pays où j'allais venir, j'allais pouvoir me faire des sous et rembourser très facilement cet argent. Donc, j'accepte et on fait toutes les démarches et tout. Et je viens en France en 2020. Donc, j'arrive en 2020 pour mes études. En temps, il y avait le Covid, il y a eu le confinement et tout ça. Donc, c'était très difficile pour trouver du boulot. Mhm. Je suis arrivée en septembre, j'ai trouvé mon premier boulot en février. Donc, en février, quand j'ai trouvé mon premier boulot, c'était pas très bien payé comme je le pensais. Mais chaque fin du mois, j'envoyais 100 000 francs en Côte d'Ivoire pour commencer à payer le prêt que j'avais. Et j'ai même, pour montrer ma reconnaissance à ma maman de m'avoir aidé à réaliser ce rêve-là, je lui avais même acheté un téléphone parce qu'ici, tu as la possibilité de prendre un téléphone et on te prélève chaque fin du mois. Mhm. Donc, j'avais pris un téléphone que je lui ai fait parvenir d'ici. Et à chaque fois que j'envoyais l'argent pour les 100 000 francs pour rembourser le prêt, même si c'était pas grand-chose, je rajoutais toujours quelque chose dessus pour mes sœurs ou pour elle ou quelque chose, ou des trucs comme ça. Donc, après, le fait le souci de rembourser l'argent a vraiment pris le pas. Donc, les cours, ça se passait pas très bien parce que je suivais pas les cours. J'allais plus au travail. Donc, finalement, j'ai repris mon année. Mhm. Donc, quand je reprends mon année, je me retrouve au fond du trou parce que de la première année où on me met à l'école quand je suis toute petite jusqu'à là, j'avais jamais repris d'année scolaire. J'avais pas, c'est pas que je suis parmi les meilleurs des élèves, non, mais j'avais toujours reçu, je trouvais toujours le moyen de m'en sortir, de valider mon année à chaque fois. Et là, c'était vraiment un gros échec pour moi parce que je me disais, j'avais tout laissé là-bas. Là-bas, j'étais en master 2. Ici, je venais faire la licence 3. Et là-bas, j'étais vraiment plus proche de la porte de sortie qu'ici. Donc, je suis tombée dans une dépression. Je ne sortais plus, je restais chez moi. Je passais mon temps à pleurer, j'étais pas bien. Et j'appelais mon papa, je pleurais, je voulais retourner, c'était compliqué, je ne savais pas comment faire pour rembourser cet argent-là parce que le boulot que j'avais, le contrat que j'avais signé, c'était un contrat de 6 mois qui allait aussi se terminer. Donc, je ne voyais pas comment ça allait se passer pour la suite et c'était vraiment compliqué pour moi. Et comment tu as rebondi? Parce que tu as rebondi. Oui, comment j'ai rebondi? J'ai rencontré mon copain avec qui je suis, qui m'a qui m'a donné des conseils, qui m'a montré la voie, il m'a montré parce que lui, il travaille déjà, il est venu aussi par la même procédure que moi. Mhm. Il m'a dit qu'en fait, les jobs étudiants que je faisais, c'était pas forcément ça la solution parce que ça allait me faire perdre de vue mon objectif. Et que l'objectif, c'était de trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui allait
m'aider à pouvoir suivre mes études et aussi continuer à payer le prêt que j'ai. Donc, je reprends mon année. À côté de ça, je fais un job étudiant aussi parce que j'ai plus beaucoup de cours. J'ai que 3 matières à reprendre, donc j'ai assez de temps. Et ensemble, on commence à préparer mon projet professionnel. On commence à travailler sur comment je vais faire la suite, en fait. En fait, je suis en licence 3 et en fait, on prépare déjà l'année, on commence l'année scolaire en septembre et on est déjà en train de préparer l'année scolaire de 2022, de septembre 2022. Donc, c'est comme ça, on entend parler, moi, il me parle de l'alternance parce que lui, il a fait une alternance. Donc, on commence à préparer mes dossiers, je postule pour une école, je postule aussi pour trouver mon entreprise. Et c'est comme ça que je trouve mon entreprise, je trouve l'école. Et cette année, je suis en alternance, donc ça me permet avec le salaire de l'alternance qui est beaucoup plus conséquent et qui me permet aussi d'allier ce que je fais à l'école et un travail qui est relié à mes études, donc d'apprendre sur les deux côtés. Ça me permet aussi de pouvoir payer le prêt que j'ai et à pouvoir m'en sortir plus facilement financièrement. Alors aujourd'hui, je suis à 25 ans. Qu'est-ce que tu dirais à la toi, à la Louise d'il y a 10 ans, donc qui avait 15 ans? Je lui dirais que ce qu'elle est en train de vivre, c'est vraiment pas normal, mais c'est pas une fin en soi, qu'elle peut se relever. Elle peut croire en elle, elle peut croire qu'il y a meilleur, il y a de bonnes choses qui vont lui arriver. Seulement qu'elle aura beaucoup de traumatismes. Il va lui falloir beaucoup travailler sur elle, travailler sur sa personnalité, travailler sur son mindset et aller de l'avant. Mais c'est vraiment pas impossible, elle va y arriver. Elle sera plus forte qu'elle le croit. Alors aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme quelqu'une de forte? Je pense que je peux être un peu plus forte que ça parce que même jusqu'à présent, les actions de ma maman, même récemment des trucs qu'elle a fait, ça me touche encore beaucoup. Mais je pense que je suis arrivée au stade de ne plus pleurer, de ne plus passer des jours à longer, à ne rien faire, à pleurer. Là, maintenant, j'arrive à faire d'autres choses, à lire, à faire du sport, à faire des trucs, à me concentrer sur d'autres choses que ce qu'elle me dit ou ce qu'elle fait. Donc, je pense que je suis devenue un peu plus forte, mais je ne suis pas encore très forte. Comment tu as appris à devenir plus forte? C'est le sport. J'ai appris, je fais du sport, je lis aussi beaucoup de livres de développement personnel. Et maintenant, quand j'ai un problème, je me dis pas que je dois le porter toute seule. Je me dis que je peux parler avec mon papa, je peux parler avec mon copain. Et je peux aussi trouver des gens avec qui parler, qui pourront m'écouter et me permettre d'extérioriser tout ce que je pense et je ressens. Qu'est-ce qui s'est passé entre la toi qui est arrivée il y a 5 ans en France et maintenant? Quel est le chemin que tu as parcouru pour te défaire aussi de l'emprise que ta mère, qui est relativement ce qu'on appelle une maman toxique, hein, euh, Mm. avait à ton égard? Comme oui, qu'est-ce qui a eu comme processus? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, parce que tu disais, je lis beaucoup de livres, Mm. d'avoir brisé le cycle? Moi, quand je suis arrivée, j'avais la liberté de voir des gens, de parler avec des gens, de pouvoir me faire des amis. Donc ça aussi, ça m'a aidé. Et aussi, le fait d'écouter des podcasts. Donc, le premier podcast que j'ai écouté sur Spotify, c'est le vôtre. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'entendre des gens parler, de donner leur témoignage. Et ça m'a donné envie de travailler sur moi et de me dire que je veux pas reproduire les mêmes choses. Parce qu'il y a une époque de ma vie, je me disais que je voulais pas d'enfants. Parce que si c'était pour avoir des enfants et les faire souffrir autant, j'en voulais pas. Mais là, je me dis qu'il faut pas laisser son passé nous définir. Il faut travailler sur soi. C'est pas une fin en soi. Il faut juste essayer de pas reproduire les mêmes choses. Et il y a des outils pour travailler sur soi. Il y a des outils pour essayer de s'améliorer. Donc, c'est vraiment, il y a eu le fait d'écouter des podcasts et de lire des livres de développement personnel m'ont fait vraiment prendre conscience que ma vie, en fait, elle est entre mes mains. C'est à moi de la façonner, c'est à moi de voir comment est-ce que je veux
je veux guider ça, comment est-ce que je veux diriger les choses, ce que je veux devenir et je peux devenir ce que je veux à force de travail. Donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de prendre conscience. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus compliquées, mais qui se sont en sortis. Donc, c'est que moi aussi, je peux y arriver c'est ça qui m'a vraiment donné envie de travailler sur moi. Ah, ça, enfin, je te remercie je suis contente de savoir que si maman m'avait dit a aussi un impact finalement sur la vie des personnes qui nous écoutent. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as consulté un psychologue pour t'accompagner? Non, j'ai pas consulté de psychologue pour m'accompagner. C'est vrai que j'y pense, mais là, avec le prêt que j'ai à payer, le salaire de l'alternance qui est pas très conséquent, la vie en Île-de-France aussi, donc j'ai pas vraiment les moyens financiers de le faire, sachant que la consultation est à 70 euros et que tu n'as pas vraiment de remboursement pour ça. Donc je me dis, pour le moment, comme je peux, je trouve les outils qui sont à ma portée et j'essaie de travailler comme je peux. Et quand j'aurai plus de possibilités d'ouverture financière, je compte le faire. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie à 25 ans, bientôt 26 ans? Aujourd'hui, je suis en alternance, donc je prépare mon diplôme en master. Donc, je prépare un master que je finis en 2024. Donc, je fais des cours. J'ai une semaine, je suis en cours et j'ai 3 semaines où je suis en entreprise, où j'apprends des choses et je suis dans le domaine de l'environnement et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Il y a une chose que j'aime souvent rappeler aux personnes qui nous écoutent, un élément, c'est que même si on a le sentiment d'avoir des clés en écoutant des podcasts, moi aussi j'écoute des chaînes YouTube, j'écoute aussi beaucoup de podcasts et j'ai beaucoup lu aussi sur le développement personnel, c'est ultra important de se faire accompagner parce que des fois on veut beaucoup expliquer les choses, mais on les explique des fois sans spécialement les comprendre parce que des fois c'est nous, là c'est l'adulte qui comprend, mais pas notre enfant intérieur. Des fois, aujourd'hui, enfin, tu vois, je sais pas, moi, j'ai 31 ans, je peux comprendre certaines choses, moi, en tant qu'adulte. Mais il y a des mécanismes pour que mon enfant intérieur, qui a peut-être été blessé à 7 ans, 8 ans, euh, il y a des choses que je dois lui dire pour qu'il comprenne mieux les choses et qu'il pardonne les choses d'une certaine manière. Sinon, le risque, c'est que quand tu fais face à certains éléments qui rappellent à ton enfant intérieur des blessures qu'il a eues, il pose des actes qui le dépassent ou qui te dépasse en tant qu'adulte. Oui. Et tu comprends pas. Tu te dis, mais attends, je comprends pas. J'ai lu tous les livres, j'ai écouté tous les podcasts. Pourquoi je suis déstabilisée? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la grande question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que tu as fait la paix avec le fait que ta maman t'a dit elle aurait voulu t'avorter? Ça veut dire qu'elle aurait voulu que tu n'existes pas ou que tu n'aies jamais existé. Est-ce que toi, en tant qu'adulte, tu penses que tu as fait la paix avec ça? Non, je pense vraiment pas que j'ai fait la paix avec ça parce que je me dis, en vrai, parfois je me dis que j'aurais aimé ça, que ça, que c'est, j'aurais aimé ne pas, j'aurais aimé ne pas être née. Parfois je me dis ça, donc c'est Jusqu'à pour ça que aujourd'hui? oui, parfois ça m'arrive de me dire ça. Et dans quel cas tu te dis ça? Quand je me retrouve face à des difficultés ou parfois quand je me dis tout à l'heure, je me retrouvais beaucoup dans ce que vous étiez en train de dire quand vous dites que parfois on lit des livres, on fait des choses et on a des actions parfois qui dépassent qui nous dépassent. Et moi, parfois, quand je me retrouve face à certaines situations, j'ai des actions ou des réactions qui me dépassent et je me dis, peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je suis pas une bonne personne et que finalement, elle aurait rendu service au monde de ne pas me mettre au monde, quoi. Et en fait, si tu regardes bien, l'adulte que tu es a compris que peut-être qu'elle avait eu. Elle a peut-être, voilà, elle a compris que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle a compris que son passé n'était pas facile. Tu as compris que ta maman et sa sœur jumelle ont souffert voilà, dans le mariage de leur papa avec une marâtre. Ça, c'est ce que toi, tu te dis parce que tu écoutes les podcasts. Donc, tu arrives à t'expliquer certaines choses. Mais ton enfant intérieur qui a été blessé plusieurs fois,
n'a pas les mêmes mécanismes. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je te le dis et je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent. Il faut aller voir un psychologue qui nous accompagne à faire des exercices qui permettent à notre enfant intérieur de pardonner. On pardonne à nos parents ou on pardonne à une maman toxique pour se libérer nous-mêmes du poids de son histoire. C'est d'abord l'histoire de ta maman. Et des fois, entre le fait aussi que sois la première enfant, donc il y a aussi le syndrome du premier enfant, chez nous, notamment les femmes, c'est compliqué, parce que c'est souvent nous qui devons montrer l'exemple aux petites sœurs ou aux petits frères. C'est toujours nous qu'on regarde, c'est toujours nous qui devons en faire trop. Tu voyages, tu as emprunté de l'argent, tu empruntes de l'argent, c'est toi qui dois te sacrifier pour, euh, pour rembourser, et malgré tout, tu payes encore le téléphone à ta maman pour la remercier. Mais finalement, au fond, euh, il faut pas hésiter des fois, et je trouve l'acte que tu as posé vis-à-vis de ta maman très bien, et je te remercie de l'avoir aussi fait. Mais je crois que de temps en temps, quand on a beaucoup souffert, il faut prendre le temps de se reconstruire. Parce que finalement, tu as 26 ans bientôt et demain, tu devras construire une famille. Et je crois que toutes les personnes qui ont des peines, qui souffrent, qui ne sont pas bien, devraient prendre le temps de questionner d'autres personnes. Je me suis rendu compte très vite, hein, et encore plus en faisant ce podcast, des limites d'un podcast, des limites d'un YouTube channel, d'une chaîne YouTube. Ces éléments-là nous ouvrent les portes à une compréhension. Mais une fois qu'on comprend, il faut qu'on se fasse soigner. Pour se faire soigner, il faut qu'on aille voir un médecin. Parce que le médecin, il nous explique mieux les choses. Il débloque mieux certains mécanismes qu'on a de protection. Il nous permet aussi d'accueillir ce que la vie a de meilleur à nous offrir. Parce que sinon, on répète constamment des cycles et on dit oui, mais en fait, de toute manière, c'est moi le problème. Je crois qu'aujourd'hui, chère Louise, ce que tu nous partages, c'est que, comme beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices, c'est que tu as subi le passé de ta maman. Et ta maman n'a pas réussi à briser son cycle ou des cycles. Et je crois que aujourd'hui, pour toi, pour ton bien-être à toi, psychologique, émotionnel ou autre, il faut que tu brises ce cycle. Il faut que tu puisses dire que ça s'arrête à toi et que tu puisses impulser à tes petites sœurs de briser ce cycle. Si tu as une intuition vis-à-vis de celle qui te suit, tu dois aller au bout de cette intuition. Il faut que tu brises ce cycle. Il faut qu'elle brise ce cycle. Il faut que vous écriviez la propre histoire de votre vie. Je crois que lorsqu'on t'écoute, on comprend que finalement, tu étais le miroir aussi de la vie de ta maman. Ta maman, elle avait des rêves. Tu dis que tes parents se sont rencontrés quand ils allaient à l'école. Ta maman, elle voulait réussir. Elle avait certainement la rage d'y arriver. Et d'un seul coup, elle a rencontré un homme. Un jeune homme comme elle, qui était son camarade. Elle est tombée enceinte. Elle a gardé l'enfant. Oui, elle ne t'a pas désiré. C'est vrai. Je ne suis pas sûre que quand une enfant va à l'école aujourd'hui chez nous, à 14, 15 ans, 16 ans, elle puisse désirer de tomber enceinte. Elle aime l'amour, elle aime son chéri, elle aime les petites marques d'attention. Mais à aucun moment on se dit à 16 ans qu'on va tomber enceinte. Et puis ça arrive. Est-ce que ses parents, pour la punir, entre guillemets, lui ont dit, tu vas garder cet enfant? Et elle a fait? Est-ce que c'était pas son choix? Est-ce qu'on l'a écouté? Quels sont les mots qu'on a posés sur cette grossesse? Comment au sein de sa famille elle a vécu cette grossesse? Il faut qu'elle se pose la question. Et il faut qu'elle fasse mieux pour elle. Et je crois que quand tu auras trouvé le moyen de te détacher émotionnellement des mots qu'elle a posés sur toi, de commencer à construire ta vie, de décider d'être heureuse pleinement pour toi, tu mettras une barrière qui fera que tu regarderas ta mère autrement, différemment. Il y a certaines personnes, dès lors elles choisissent de voir leurs parents, en tout cas toxiques, différemment, c'est-à-dire parce que maman, je choisis de te pardonner pour aller mieux, pour être une meilleure femme pour mon mari, pour être une meilleure mère pour mes enfants, maman, je choisis de te pardonner. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je ne t'appellerai plus maman, mais je t'appellerai Chantal. Il y a des personnes qui, en psychologie, te disent que pour se défaire aussi du côté toxique
de leur maman, ils ont décidé d'appeler leur maman par leur prénom. Parce que tout ce que le mot maman peut incarner dans la société est très dur pour eux. Comment ma maman peut me dire ça? Comment ma maman peut me regarder comme ça? Comment ma maman peut me pointer du doigt? Comment? Et, et, et finalement, les personnes préfèrent se dire, bon, en fait, elle s'appellera Chantal et je vais accepter que Chantal a une histoire. Je vais accepter que Chantal euh, m'est moins aimée par rapport à son histoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de créer avec Chantal? Parce que des fois, les Chantal sont souvent les meilleures mamies, hein. Et donc, quand ce sont les meilleures mamies, on ne comprend pas. La maman se dit, mais attends, moi, je ne comprends pas. Ma maman n'était pas comme ça avec moi. Et si tu n'as pas soigné cela, tu peux devenir jalouse de ta fille. Ça arrive aussi. Tu observes une complicité que tu n'as pas eue avec ta maman, tu commences à être frustré. Il faut pardonner à ses parents, même lorsqu'ils ont été toxiques, pour se défaire. Pas pardonner pour que l'amour soit magnifique et que tu dises que she's your best friend, mais pardonner pour te défaire d'un poids qui n'est pas le tien. Envoie une note vocale à ta maman. Écris une lettre à ta maman. Je le dis pour toutes nos auditrices, hein. Déposez ces mots, déposez ces paroles comme synonyme d'un poids. Vous vous défaites de ce poids pour aller vers mieux. C'est ce que je te souhaite à toi, Louise. C'est ce que je te souhaite. Je Merci. souhaite aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et à ta maman d'aller faire le travail pour être une maman plus épanouie pour tes deux dernières petites sœurs qui sont petites ou pour toutes celles qui sont à la maison. Et voilà, tu vois. Et c'est peut-être pour toute cette sensibilité, pour toute cette fragilité que ton père reste avec elle. Donc, je tiens ce type de propos par rapport aux 3 dernières années de si maman m'avait dit. C'est la première fois d'ailleurs où je prends autant la parole sur un cas, mais je sais qu'on a de plus en plus d'épisodes sur les mamans toxiques, sur les parents toxiques, et, mais qui sont dus aux environnements dans lesquels, ou comme tu l'as si bien dit, ils ont souvent grandi, mais ce n'est pas une excuse. Toutes les personnes doivent faire le travail. Donc voilà. Avant de Merci. se je t'en prie. Avant de te quitter, est-ce que tu as quelque chose, tu as un mot, tu as une phrase que tu aimerais partager à, à nos auditeurs ou nos auditrices? T'as tellement tout dit que du coup, je sais plus. En tout cas, je dirais que si quelqu'un vit cette situation ou a vécu cette situation, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Parce qu'en Afrique et je pense partout dans le monde, on idéalise tellement les parents qu'on se dit que certaines choses peuvent pas arriver et que si ça arrive, c'est uniquement de notre faute parce que les parents, ils sont parfaits. Mais en tout cas, si vous avez vécu ça ou si vous vivez ça, sachez que ça peut arriver et que c'est pas la fin de votre vie. Il faut, il faut essayer de s'en sortir. Je suis contente. Et pour terminer, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta maman si elle nous écoutait? Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais que je l'aime, que c'est ma maman, que j'aimerais bien que l'amour qu'elle donne aux gens dehors ou de la façon dont elle se comporte avec les gens dehors, qu'elle essaye de se comporter comme ça avec nous. Que même si pour moi, c'est déjà trop tard parce que je suis loin, c'est pas trop tard pour celles qui sont là-bas et que j'aimerais vraiment qu'elle essaie de rattraper le coup avec les autres. J'aimerais vraiment ça. Merci. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ta future fille ou ton futur enfant? Que je vais lui donner beaucoup d'amour. Peut-être qu'elle en aura trop. Que je vais lui donner beaucoup d'amour et que je serai toujours là, que quel que soit le problème ou la situation, qu'elle sache que maman sera là. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à Louise qui nous écoute ou qui nous parle actuellement? J'ai envie de lui dire que même si le chemin n'est pas terminé, même s'il y a encore des choses sur lesquelles elle doit travailler, je suis très fière d'elle parce il y a 2 ans, il y a 3 ans, je l'aurais pas cru capable de faire ce qu'elle fait là maintenant. Donc, je suis très fière d'elle et je sais qu'elle va continuer à progresser. Eh bien, écoute, Louise, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler, d'avoir pris le temps de libérer la parole, d'avoir donné de toi.
C'était le premier épisode qu'on a fait, notamment en ligne. J'invite les auditeurs et les auditrices à nous donner leur feedback. Est-ce que le son est bien? Est-ce qu'on continue? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes à l'étranger, un peu partout dans le monde, qui aimeraient participer. Je te remercie je Merci à remercie, vous. d'avoir pris le temps. Et puis, je te dis à très bientôt. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, comme toujours. Et merci d'être une de nos auditrices, je suppose, les plus fidèles. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce nouvel épisode en compagnie de Louise. J'espère que son histoire, ses mots, ses doutes aussi, vous apporteront un peu plus, en tout cas, de lumière dans votre vie. J'ai été profondément touchée, en tout cas, de découvrir que Louise était une auditrice dans les histoires des précédents participants ou précédentes participantes ont inspiré. Et ça montre aussi, en fait, l'importance de ce podcast, si maman m'avait dit. Et cela me fait extrêmement chaud au cœur. Voilà. J'espère, comme je le disais tout à l'heure, que vous trouverez, en tout cas dans cet épisode, des réponses à vos questions, un petit peu de lumière pour aller mieux et pour continuer, en tout cas, d'aller vers une vie, plus apaisée. N'hésitez pas à nous partager vos feedbacks via notre compte Instagram ou sur Twitter en commentant, en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.